Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Equinox Télévision. Bienvenue à ce rendez-vous de l'information municipale et législative 2013 au Cameroun. L'élection du Cameroun vient de rendre public les listes des candidats. C'est au total 63 rejets pour les législatives contre 48 pour les municipales. Comment entrevoir le contentieux des listes électorales? C'est le débat dans la seconde partie de ce journal avec juristes et acteurs de la scène politique camerounaise. Elle est passée aux aveux complets. Elle, c'est la mère, vous vous souvenez de ce bébé jeté dans une fosse septique dans la ville de Douala, interpellé, la présumée criminelle est désormais entre les mains de la justice. Voilà pour les manchettes, les détails dans un très court instant. Bonsoir, une fois de plus de la politique à l'ouverture de cette édition élection législative et municipale du 30 septembre. Annoncé au Cameroun, le suspense est levé avec la publication des listes des candidats par Elections Cameroun. C'est au total 724 listes qui sont acceptées contre 63 rejets pour ce qui est des municipales sur un total de 787 listes déposées par 35 partis politiques. 35 partis politiques. Pour les législatives, c'est 202 listes qui sont admises et 48 rejets sur les 250 déposés. Les détails avec les curiosités que relève notre reporter dans ce récit. Longtemps attendu, les listes des candidatures des formations politiques en lice pour les élections municipales et législatives viennent d'être rendues publiques par Elections Cameroun, conformément aux dispositions du code électoral. Quelques curiosités s'y dégagent. De prime abord, toutes les listes du RDPC comptant pour les élections législatives ont été jugées recevables, pendant qu'une seule liste comptant pour les élections municipales a été rejetée dans la commune de Tiko. L'on retient aussi de cette publication que les listes du MRC ont été rejetées dans l'Onfundi. Seuls le RDPC et l'UNDP seront au coude à coude dans la région de la Damawa. Notons tout aussi que les listes publiées par Elecam dans le Honkam sont sous réserve. Et ce, du fait de la décision de la Chambre administrative de la Cour suprême de juger recevables les listes de l'Union des mouvements socialistes. Une session extraordinaire aura par ailleurs lieu ce vendredi 2 août 2013. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant après le rejet des listes de candidats par Elections Cameroun? Les partis politiques concernés pourront introduire des recours auprès de la haute juridiction. Retour sur ce mécanisme dans ce reportage, une fois de plus, de Yannick Mbazoua. Concernant les candidats dont les listes ont été rejetées pour les élections législatives, le délai de dépôt des recours à la Cour suprême, siégeant en lieu et place du Conseil constitutionnel, est clair. Dans quel délai est-ce qu'il faut saisir le Conseil constitutionnel? C'est dans un délai de 2 jours à compter de la notification du rejet de la liste par élection Cameroun à compter d'aujourd'hui. À la question de savoir qui doit saisir la Cour suprême, Abdoul Karim répond. Un candidat peut saisir le Conseil constitutionnel. Un parti politique qui est en compétition peut saisir le Conseil constitutionnel, n'est-ce pas, contester la décision de publication des listes électorales, des listes des candidats par élection Cameroun. La procédure étant tout aussi simple au niveau de la Cour suprême. Alors, dès que le Conseil constitutionnel est saisi dans le délai de 2 jours, dans ce délai de 2 jours, le Conseil a 10 jours pour statuer et rendre sa décision. Quant aux élections municipales, le délai de dépôt des dossiers à la Chambre administrative est différent. Ici, quelle est la juridiction compétente? Eh bien, c'est la juridiction administrative compétente. Normalement, si les juridictions administratives dans les départements sont déjà opérationnelles, c'est elles qui vont connaître de ces contentieux. Sinon, ce sera la Chambre administrative de la Cour suprême qui va, n'est-ce pas, être saisie. Dans quel délai? Dans un délai de 5 jours. À la question de savoir qui peut saisir la Chambre administrative, l'expert en question électorale répond. Un candidat peut saisir le Conseil constitutionnel. Un parti politique qui est en compétition peut saisir le Conseil constitutionnel, n'est-ce pas, contester la décision de publication des listes électorales, des listes des candidats par élection Cameroun. Après avoir déposé les recours, les plaignants
devront attendre la décision finale de la chambre administrative. Le conseil de la juridiction administrative, je vous disais tantôt que c'est dans un délai de 5 jours que la juridiction administrative va être saisie, peut être saisie, et la juridiction a 5 jours pour statuer et rendre sa décision. Le bal des recours est donc ouvert tant à la Cour constitutionnelle qu'à la chambre administrative de la Cour suprême. Notons que le double scrutin du 30 septembre de cette année se prépare activement dans la région du littoral où l'on annonce le renforcement des mesures de sécurité. Le gouverneur affirme qu'il a mis en place un système pour éviter des détournements de biens dans les communes durant la période transitoire. Au cours d'une réunion spéciale de sécurité tenue ce jour à Douala, Joseph Betia Somoa a fait savoir que la couverture sécuritaire sera assurée durant la campagne électorale pour tous les partis politiques. Et sur quelques mesures, je vous propose d'écouter le gouverneur de la région du littoral au micro d'Equinox Télévision. Pour assurer l'accompagnement sécuritaire de l'ensemble du processus préélectoral, électoral et post-électoral. Ceci jusqu'à l'élection des nouveaux exécutifs communaux, après l'élection des conseils municipaux, et jusqu'à la proclamation des résultats des élections législatives. Des mesures ont été prises déjà pour assurer un accompagnement délégué par les administrations. Le régime des meetings déroge à celui des autorisations de manifestations publiques. Cela veut dire que le parti politique qui tient des rallyes ou des meetings de campagne électorale informe tout simplement l'autorité administrative de son calendrier et n'attend pas la délivrance d'une autorisation de manifestation par le sous-préfet. Et les habitants du lieu-dit PK11 dans la ville de Douala sont en colère contre l'absence de l'énergie électrique dans leur localité depuis près de 2 semaines. Le câble électrique sectionné depuis lors n'est toujours pas réhabilité. Malgré tout, le malaise est perceptible dans les ménages d'Annie Warenze 2 et Flavien Valondongo. Nathalie est une habitante du quartier PK11 à Douala. Depuis 2 semaines environ, sa famille et elle vivent sans énergie électrique et son congélateur reste désespérément vide. Il n'y avait plus moyen de garder les provisions ici dedans. Tout le poisson, les légumes, en fait, les denrées fraîches qui étaient là, il fallait que je vide. Je suis allée déposer chez ma tante. Depuis la nuit du 17 au 18, on n'a pas d'électricité ici. Ici, il est impossible de suivre une quelconque information à travers la radio ou la télévision. Clarisse, sa voisine, vit le même calvaire. Mais elle a vite fait de trouver un moyen de bord. On met la glace, on achète la glace tous les jours, essayer d'évaluer les dépenses. Bien plus, la lampe tempête est devenue indispensable dans son domicile. On utilise les lampes tempête. J'ai acheté. Les enfants portent même des habits non repassés parce qu'on ne peut pas repasser les habits des vêtements, les vêtements des enfants. La nuit, on dort même des fois à la véranda parce qu'il fait chaud. Je suis sous la dalle. La tension est perceptible au sein de la population. Les commentaires vont dans tous les sens. Les petits commerces tournent à peine. D'autres ont finalement fermé les portes. J'ai suspendu toutes mes activités parce qu'il n'y a pas la lumière. Les clients même sont partis. Je n'arrive même plus à bien coiffer. Seulement les grèves, comme tu vois, comment ils sont en train de... Il n'y a pas le courant, ça fait 2 semaines. J'ai parcouru 1 kilomètre à pied pour aller écraser les condiments parce qu'il n'y a pas la lumière. Ça fait 2 semaines aujourd'hui. Des poteaux électriques en position de chute, des câbles sectionnés par des sans-foi ni loi seraient sans doute la cause de l'absence de l'énergie sonnelle dans le coin. Les démarches entreprises pour le rétablissement du réseau par les riverains n'ont toujours pas abouti. On est qu'à ce moment-là, disant que le câble est tombé avec des poteaux. Cela ne leur a rien fait. Hier, quand j'étais là-bas, ils me disent qu'il manquait l'hystère pour venir porter la grande bande. Ce matin, j'arrive, ils me disent il m'avance, je fais trop de réclamations. Je leur fais pression. Vous savez combien de familles vous mettez en danger? Cela ne leur disait rien. Jointe au téléphone, la cellule de communication de l'entreprise en charge de l'énergie électrique a laissé entendre que les habitants de PK11 sont la cause de leur propre malheur, tout en précisant que le courant sera rétabli dans les plus brefs délais.
Et à la suite de ce reportage de Flavien Valondongo, dernière nouvelle, on apprend que les équipes de AES Sonel viennent de rétablir le courant électrique dans cette localité après près de 2 semaines de sevrage, désormais au grand bonheur des populations. Malgré l'interdiction, l'importation du poulet congelé continue de prospérer au Cameroun en dehors de la concurrence déloyale que dénoncent les éleveurs et agriculteurs de la ville de Douala. L'on redoute un risque grave sur la santé des consommateurs de cette denrée. Dani Warenze 2 et Julingue. Le marché du poulet se porte mal dans la capitale économique comme dans bien d'autres régions du pays. Envahis par les poulets importés, les éleveurs et agriculteurs ne savent plus à quel sens se vouer. Cette volaille, dont l'origine et la conservation sont remises en question, représente un danger pour les consommateurs. En ce moment, il y a énormément de poulets produits sur pied et même les poulets qui sont abattus parce qu'il y a une chaîne d'abattage à Bomono en ce moment ne se vendent pas. Et ça ne se vend pas pourquoi? Justement parce qu'il y a beaucoup de poulets congelés qui entrent par le sud du Cameroun, donc des poulets importés, vous savez, ça entre frauduleusement. Et au niveau de la filière avicole, donc il y a beaucoup de petits éleveurs qui abandonnent. Ils abandonnent parce qu'ils ne parviennent pas à vendre le poulet. Ces poulets congelés dont l'importation a été interdite par l'autorité gouvernementale prospèrent dans la plupart de nos espaces marchands. La faiblesse du prix attire plus de consommateurs malgré les risques. Les commerçants vont acheter ces poulets parce que les prix sont très intéressants. Par rapport à la production locale, à ce que nous produisons localement. Donc les prix sont très intéressants. Vous savez, déjà au niveau de l'Europe, c'est les déchets, c'est les déchets de poulet, je veux dire. C'est pour ça que ces poulets sont très moins chers. Et vous imaginez les conditions de conservation juste d'étal, et je ne rentre pas vraiment dans ces détails-là, mais en fait, je veux vous dire que c'est vraiment des poulets qui sont de très très mauvaise qualité pour la santé humaine. Et une autre sensibilisation sur l'utilisation des téléviseurs à tube cathodique. Le délai de vente de ces appareils a expiré depuis le 1er juillet de cette année sur l'ensemble du territoire national. Le délégué du commerce de l'Océan a réuni les commerçants à Kribi pour les sensibiliser sur la question. Des détails avec Joseph Abena. Le décret du Premier ministre est clair. À partir du 1er juillet 2013, la vente des équipements de radiodiffusion télévisuelle analogique et autres accessoires irrelatifs est interdite dans l'étendue du territoire national. Pourtant, dans les magasins d'équipements électroniques, on trouve encore des appareils qui violent cette disposition légale. C'est possible de quelle manière d'y arrêter? On peut arrêter si au niveau des ports, on arrête que ça n'entre pas. De là, on arrête de ne plus vendre. Mais au cas où on n'arrête pas au port, que ça n'entre pas, on va continuer de vendre parce que ça entre. C'est fort de cette situation que le délégué du commerce de l'Océan a réuni à Kribi des commerçants de cette filière d'activité. Ça doit se conformer au décret du Premier ministre. Il ne devrait plus vendre. Il ne devrait plus vendre. C'est ça. C'est le décret, il faut l'appliquer. Et tout ce qui se passe là-dehors, pour le moment, engage que ceux qui veulent faire la spéculation dessus. Au-delà de la porosité de nos frontières qui desservent toujours ces équipements dont l'importation était censée s'arrêter le 12 décembre 2012, il y a aussi que les équipements numériques sollicités ne sont pas à la portée de tous. C'est un peu plus cher. Par exemple, comme souvent les salaires des gens, ça n'arrive pas à acheter un écran plat. Parce qu'on peut dire le plus petit, ça à partir de 80 000. Toutefois, les Camerounais qui utilisent encore ce matériel analogique devront savoir que dès le 17 juin 2015 à minuit, la réception de la télévision analogique par les téléspectateurs ne sera plus garantie. Nous restons quasiment dans cette partie du pays pour marquer un retour sur ce grave accident de la circulation survenu le week-end dernier sur l'axe routier Kribi-Edea. Un véhicule de marque Carina E a entré en collision avec une Prado du bataillon d'intervention rapide. Bilan, 7 morts. Reportage.
Voici ce qui reste de la Carina E, immatriculée LT 558 DZ. Elle avait à son bord 7 personnes, dont le père, la mère et les enfants. Toutes sont mortes. D'après les témoins, la Carina E a brutalement quitté son côté et s'est écrasée sur la Prado du bataillon d'intervention rapide qui venait dans le sens inverse. Nous sommes arrêtés, on a vu aussitôt une voiture qui était complètement broyée. Et là, il y avait 2 personnes qui étaient debout, un garçon du gris en tenue et un jeune blanc. Et arrivé sur le lieu de l'accident, il y a des personnes qu'on retirait encore de la carcasse de la voiture parce que la voiture était complètement broyée. On a eu à retirer certaines personnes qui vivaient encore, le corps bougeait, le cœur battait encore. Parmi les 7 décédés, Dr Patrick est là, ancien président de l'ordre des ophtalmologues et un nourrisson de 4 mois. Une fois encore, l'excès de vitesse semble à l'origine de ce drame. Les gens vont plus vite parce qu'ils se disent qu'il n'y a rien en face. Ils n'arrivent même pas à maîtriser. Quand vous voyez, on dit que le conducteur de la Toyota Carina 3 avait perdu son contrôle. Et quand on sait qu'un conducteur de la route est une personne nantie de conscience théorique hépatique, pouvant normalement être à la hauteur de son allure, d'où vient-il que quelqu'un sait que les roues ne tuent plus le sol, les roues qui adhèrent au sol et continuent à accélérer? Cet autre accident mortel de la circulation vient remuer la question de l'efficacité même de la prévention routière dans nos axes. Une prévention souvent vantée à grand renfort de publicité. Elle a enfin été retrouvée. Elle, c'est la jeune mère du bébé sorti de la fosse septique il y a quelques jours à Bépanda, c'est un quartier de la ville de Douala. L'infortuné qui a avoué son crime est détenu dans une brigade de gendarmerie de la place. Des détails dans ce reportage signé Claude Hekwa et Judengue. Voici la mère du nouveau-né, retrouvée il y a quelques jours dans une fosse septique au quartier Bépanda-Tonnerre, plus précisément au lieu-dit Martin Luther King. Cette jeune femme, la trentaine sonnée, vient d'être appréhendée par les éléments de force de l'ordre de la brigade territoriale de Bépanda. Les sources affirment que son arrestation fait suite aux investigations menées par les hommes en tenue. En date du 27 juillet 2013, vers 20h, j'ai reçu la visite d'un trio d'hommes qui se présentaient là pour signaler un cas de découverte d'un nouveau-né dans une fosse septique au quartier de Bépanda-Tonnerre, plus précisément au lieu dit Martin Luther King. Immédiatement, j'ai désigné une équipe d'enquêteurs en vue d'investiguer à propos. Malheureusement, on n'a pas réussi à mettre la main sur la dame qui aurait abandonné ce nouveau-né. Et une enquête a été ouverte. Cet après-midi, 31 juillet 2013, vers 14h, l'équipe de renseignement restée sur le terrain nous a apporté le renseignement qui nous a conduit à l'interpellation de la dame. Interpellée après les enquêtes, Dame Marie passe aux aveux complets. Et dans ses auditions, elle a confirmé les faits et elle nous a fait des détails qu'il s'agissait là d'une grossesse indésirée et qu'elle ne voulait pas que son mari soit au courant. C'est pour ça qu'elle a posé cet acte. Et en passant, il s'agissait d'un fœtus à terre, malheureusement, qui a perdu la vie. Un infanticide de trop qui s'inscrit dans le registre de plusieurs autres, enregistrés depuis le début de l'année. Et toujours dans ce registre de faits divers, c'est la fin de parcours pour un gang de malfrats spécialisé dans le vol des motos à Maroua. Nous sommes dans la région de l'Essem Nord du Cameroun. Un membre de ce gang a été pris la main dans le sac à la sortie d'une mosquée. Après avoir été molesté par la population, ce dernier a été conduit dans un commissariat de police où il va dénoncer ses complices. Voici le récit des faits avec Amadou Daïro et Sylvestre Hippolyte Zangao.
Voilà, toutes nos excuses pour la qualité approximative de cet élément. Nous y reviendrons pour fermer la première partie de ce journal. Notons que le nouveau bureau exécutif de l'association de développement de Balikumbat dans la région du Nord-Ouest promet d'œuvrer pour le développement de la localité. C'était au cours de la première réunion zonale de cette association qui s'est tenue à la résidence de Dr Ndewa. Des détails dans ce reportage. Les membres du tout nouveau bureau exécutif national et zonal du comité de développement de Balikumbat dans le département du Ngorke-Tunja, région du Nord-Ouest, viennent une fois de plus de réitérer leur engagement à conduire ensemble et sans faille leur mission afin de restaurer la gloire d'antan de ce regroupement de l'élite locale. C'était le samedi 27 juillet 2013 à Balikumbat, en le palais résidentiel du Dr Ndewa, vice-président du comité de développement de Balikumbat. Ayant traversé des zones de turbulence, le comité de développement de Balikumbat, BADO, a été réorganisé et restructuré au mois de décembre dernier avec à sa tête, en qualité de président élu, Kami Kemende et le Dr Ndewa, premier vice-président. Le bureau a d'ailleurs reçu l'onction du fond de Balikumbat, Do Ganyamni des têtes, et pour beaucoup, c'était un signe que les choses avaient véritablement changé et que le BADO quittait définitivement la zone de turbulence. Fondo Ganyamni des têtes s'est réjoui de la nouvelle dynamique, non sans inviter les autres à rentrer dans les rangs. L'adhésion au comité de développement de Balikumbat est un devoir, une obligation, parce qu'en fait c'est une fierté. On ne peut pas être quelqu'un sans savoir d'où l'on vient, et pour savoir d'où l'on vient, il faudra forcément être rattaché à ses racines pour savoir où vous allez. Au cours des assises de Balikumbat, l'occasion était toute trouvée pour le nouveau président de mettre en exergue le plan d'action et de mettre aussi en vitrine le comité dont il a la charge. Mon plan d'action sera axé sur l'agriculture parce que vous savez, ici à Balikumbat, la majeure partie de la population est agricole. Donc nous allons les aider avec des fertilisants pour que la production soit abondante et bien d'autres choses encore que nous avons réalisées jusqu'ici. Les préoccupations, tout autant que les défis, sont multiples. Le tout nouveau bureau du comité de développement de Balikumbat en est conscient. Balikumbat est un village comme tous les autres dans la région du Nord-Ouest et l'un des grands problèmes que nous avons ici, c'est le problème des routes. Et à mon avis, c'est un des grands défis auxquels fera face notre comité de développement. Pour venir à bout de ce challenge, toutes les filles et fils, toute l'élite intérieure et extérieure de Balikumbat doit mettre la main à la pâte. L'appel est du Dr Ndewa, premier vice-président du comité de développement de Balikumbat. Pour mobiliser les populations, nous avons besoin de les sensibiliser régulièrement à travers des rencontres comme celle qui vient de s'achever maintenant. Et nous devons leur faire comprendre que le développement est la clé du succès, parce que si vous n'êtes pas réunis, vous ne saurez être développé, parce que les autres villes comme Yaoundé, Douala se sont développées grâce aux actions comme celle-ci. L'apport des jeunes et surtout leur implication sera déterminant dans l'accomplissement des missions du comité de développement de Balikumbat. Je réunis régulièrement les jeunes pour leur faire comprendre qu'ils ont leur rôle à jouer dans le développement de ce village. À venir, le congrès annuel du comité de développement de Balikumbat Bado prévu au mois de novembre prochain. À l'occasion, une première évaluation et les perspectives y seront évoquées. Madame, Monsieur, je vous invite à présent à nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. C'est juste après l'indicatif. Merci de nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Comme annoncé à l'entame de cette édition ce soir, deux juristes qui partagent en même temps des casquettes politiques. Maître Joseph-Claude Biliga, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. En même temps, on retient que vous êtes un acteur de la scène politique camerounaise. Il en est de même pour Maître Fidèle Ndjoumbessi, bonsoir. Bonsoir Fénelon. Vous êtes avocat et vous êtes militant du MRC. C'est exact. Voilà. La première réaction après la publication des listes par Élections Cameroun se joue juste à la limite des délais impartis par le code électoral. Oui, moi j'ai l'impression que Élecam ne fait que montrer qu'il n'est pas à la hauteur des tâches qui lui ont été assignées.
pour deux raisons. La première raison, c'est que, voyez-vous, pour une élection aussi importante, pour un double scrutin aussi important que les législatives et les municipales, l'ECAM a pris, publié les listes dans le dernier jour, comme vous avez indiqué. Ça, l'ECAM aurait dû tout faire pour publier un peu plus tôt, pour que les parties prenantes puissent avoir suffisamment de temps. Ce n'est pas un reproche assez excessif lorsqu'on sait que l'ECAM est resté dans les délais que lui reconnaissent. Oui, moi je ne trouve pas que c'est excessif parce que quand l'ECAM publie, quand la loi dit que ça doit être 60 jours au moins avant la date du scrutin, pourquoi l'ECAM ne fait pas l'effort pour publier même 65 voire 70 jours avant, pour permettre aux parties prenantes de bien se préparer? La deuxième raison que je vais indiquer aux téléspectateurs, que l'ECAM se montre ne pas être à la hauteur. Jusqu'à présent, allez vérifier sur le site de l'ECAM, vous n'allez pas voir la liste des candidats qui a été publiée. C'est-à-dire, tout ce que l'ECAM, tous les résultats que l'ECAM a donné aux dossiers déposés, c'est-à-dire les dossiers rejetés ou acceptés, ça ne se retrouve pas sur le net, sur le site de l'ECAM. Je viens de vérifier et je n'ai pas trouvé. Alors que la loi prévoit clairement que les recours doivent être introduits suivant la publication de liste. 2 jours pour ce qui est des élections législatives et 5 jours pour ce qui est des élections municipales. Donc la loi ne dit pas que les recours doivent être exercés à partir de la notification. Donc au moins, aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la communication, des nouvelles technologies de communication. Nous pensons que normalement, ces décisions devraient au moins se retrouver sur le site de l'ECAM pour que les parties prenantes puissent se préparer pour exercer les recours éventuels. Maître Joseph Claude-Biliga, est-ce que ce n'est pas plutôt un pari que l'ECAM a tenu? Je tiens à indiquer que l'ECAM avait jusqu'à aujourd'hui 24 heures. 0 heure. L'ayant fait avant 0 heure, je pense qu'on ne peut pas lui faire de reproche. Du point de vue strict de la loi, l'ECAM a agi conformément à la loi. Et lorsqu'on regarde également l'intensité du travail que l'ECAM avait à faire, et surtout lorsqu'on se réfère aux résultats, au nombre de rejets, et au nombre de rejets en matière dans les élections municipales et législatives, je pense quand même qu'on doit pouvoir dire que l'ECAM s'est bien débrouillé. Alors c'est une excuse atténuante. Moi je pense parce qu'en fait il faut comprendre quand même que l'ECAM c'est sa première véritable grande élection. L'ECAM c'est quand même un nouveau bébé. Il ne faut pas le Finalement, on se pose la question de savoir quand est-ce que ce bébé va grandir. Parce qu'à chaque scrutin, depuis le 11 octobre 2011, pour la présidentielle au Cameroun, on a tenu le même discours. Aujourd'hui, pour les prochaines consultations électorales, on continue de tenir le même discours. Pour la présidentielle, il y avait combien de candidats? Pour les législatives, il y en a eu combien? Des dizaines de milliers. Donc, il s'agit de contrôler, de vérifier toutes ces listes avant de pouvoir sortir les listes et éviter maintenant que les instances supérieures, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle ou la Chambre administrative ou le tribunal administratif, arrivent à trouver du mauvais travail. Je pense que l'appréciation sera beaucoup plus complète après les délais d'exercice de voie de recours. On comprendra à ce moment-là si l'ECAM a mis à profit ce temps pour faire du bon travail. Alors, Maître Fidèle Ndjoumbessi, ça fait 63 listes rejetées pour ce qui est des législatives, des municipales, et 48 pour ce qui est des législatives. Est-ce que c'est une proportion qui démontre que Elections Cameroun a fourni quand même un assez bon travail? Du moment où nous n'avons pas encore toutes les décisions rendues par Elections Cameroun, nous ne pouvons pas encore véritablement apprécier ce travail. Parce que c'est à travers ces décisions, c'est-à-dire les motifs pour lesquels ils ont dû rejeter ou accepter les listes, que nous pouvons apprécier le travail qui a été fait. Bon, ce matin, quand je suivais à la radio CRTV, les commentaires, les statistiques données indiquaient que la plupart des motifs résident dans le non-respect du genre et le non-respect des composantes sociologiques. Donc,
peut-être que avec le temps que les partis politiques avaient pour constituer les listes, ça a été difficile de respecter ces conditions et que cela a dû donner lieu à des rejets pour des listes. Donc, lorsque nous aurons toutes ces décisions, nous verrons les motifs et après analyse, nous pouvons apprécier l'intensité ou le degré du travail que les Camerounais fait. Est-ce que vous ne pouvez pas jusqu'ici, en tant que juriste et militant d'un parti politique, le MRC, entrevoir le contentieux préélectoral des listes électorales? Oui, le contentieux va suivre immédiatement. Surtout pour nous au MRSC où nous avons des listes qui font problème parce que comme je vous indiquais tout à l'heure, ELECAM nous inquiète parce que il vous souvient qu'au moment du dépôt des listes, ELECAM a systématiquement refusé de prendre certaines de nos listes et nous sommes encore davantage surpris qu'aujourd'hui, je viens d'avoir l'information de notre directoire national que la liste pour les législatives dans le Vouri Ouest a été rejeté, motif plus de ce qu'il manquait beaucoup de pièces. Alors qu'au moment où nous avons déposé, ils ont reçu avec toutes les pièces. Par ailleurs, ils nous reprochent de ne pas d'avoir un dossier incomplet. Donc, avec tout cela, nous sommes un peu déboussolés. Mais nous avons fait le contentieux, même pour les listes qui n'ont pas été acceptées au départ. Le contentieux sera là. Nous allons saisir le Conseil constitutionnel et nous allons également saisir le tribunal administratif ou, pour certains cas, la Chambre administrative de la Cour suprême. Maître Joseph Lopéga, comment vous, à votre niveau, vous entrevoyez le contentieux des listes électorales? Est-ce que cela paraît comme une curiosité, comme l'a relevé notre reporter tout à l'heure, qu'une seule liste du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour les municipales soit rejetée alors que d'autres partis ont échoué dans plusieurs listes? Comme une curiosité, non. Pour être proche de ce parti et pour avoir été de ceux qui ont constitué les dossiers pour postuler, ça je vous dis également, je suis candidat dans une municipalité et je sais ce qu'on a eu à faire comme travail. Et vous savez, généralement, le RDPC a un avantage sur certains partis, au niveau des personnes appelées à compétir, au niveau des moyens également qui mis en œuvre pour pouvoir rassembler toutes les pièces qu'il faut et également au niveau de l'équilibre qui doit être fait. Je vais vous donner des exemples. Dans la commune dans laquelle je postulais, nous avions fait tous les efforts pour qu'il y ait au moins 30% de femmes. C'était l'objectif principal. On avait fixé des quotas en disant chaque sous-section qui a 2 ou 3 places, on doit impérativement mettre une femme. Vous comprenez qu'à un moment donné, ce critère, par exemple, a été respecté. Nous avons pris des dispositions pour que toutes les autres pièces soient faites de manière centralisée par des personnes, des têtes de liste et autres. Et les moyens financiers avaient été mis en place également. Je pense qu'il y a certains partis, je ne cite pas les noms, qui ont eu cette difficulté-là à pouvoir se préparer de manière convenable. Donc je pense que ce n'est pas une surprise pour moi que le RDPC ait pu avoir toutes ces listes pratiquement acceptées. Ah, cela veut dire, Maître Fidèle Ndoumbessié, que les autres partis ont brillé par une indiscipline et une malorganisation. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que pour ce qui est du mouvement du MRC, votre parti politique, que la malchance a beaucoup joué de votre camp? Parce qu'on a noté par exemple hier que votre recours n'a pas été enrôlé lorsque la Chambre administrative de la Cour suprême réhabilitait les listes de candidats de l'Union des mouvements socialistes de Pierre Kouemou. Non, nous ne pouvons pas dire que la malchance a joué contre nous. Nous disons seulement que le seul responsable de nos problèmes, c'est ELECAM. C'est ELECAM qui refuse de recevoir nos listes qui sont bien constituées, qui sont complètes, parce que nous avons autrefois indiqué que dans nos listes que ELECAM a refusé de recevoir, toutes les pièces sont de bonne date, c'est-à-dire la dernière pièce qui est le certificat de cautionnement que nous avons payé le dernier jour, c'est-à-dire le 17, est daté du 17 et nous n'avons aucune pièce qui date du 18 et que nous nous sommes retrouvés dans l'enceinte de l'ECAM et que la direction générale de l'ECAM a refusé de recevoir ces listes. Nous sommes en contentieux, nous croyons à la justice de notre pays, nous pensons que le Conseil constitutionnel va vraiment veiller au respect des règles relatives à l'élection telles que la Constitution exige
Et nous pensons que à l'issue de ce contentieux, nos listes seront acceptées. Donc, s'agissant de l'audience qui a eu lieu hier à la Chambre administrative de la Cour suprême, bon, il s'est agi pour certains dossiers où les demandeurs ont demandé que les listes soient mises ou bien que ce soit rejeté. Donc, s'agissant du parti de l'UDM, le parti de M. Pemo, il s'est agi du même problème que nous avons connu, c'est-à-dire le refus de recevoir les listes. Mais à ce niveau, j'indique encore que là où Elekam montre son incapacité, c'est que normalement, quand une liste est refusée, soit par l'antenne communale qui reçoit pour les élections municipales, soit par la direction générale de l'ECAM ou bien le démembrement départemental qui reçoit pour les élections législatives, lorsque c'est refusé, l'organe qui devrait intervenir pour régler, pour arbitrer, c'est le Conseil électoral. Pourquoi le Conseil électoral ne veut pas faire son travail? Nous avons saisi le Conseil électoral pour poser les difficultés que nous avons rencontrées pour la réception de nos listes au niveau des antennes communales et au niveau de la direction générale. Jusqu'aujourd'hui, avant la publication des listes, le Conseil électoral n'a pas daigné donner une réponse à une requête dont elle est saisie, alors que l'article 10 du Code électoral prévoit que c'est le Conseil électoral qui est saisi des contestations et des réclamations. Aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse. Donc nous irons devant le Conseil constitutionnel seulement avec la preuve que nous avons saisi le Conseil électoral qui n'a pas donné une réponse. Et là, c'est une preuve d'incompétence. Monsieur Joseph Biliga. Une preuve d'incompétence. La Chambre administrative de la Cour suprême a semblé donner raison hier au parti de Pierre Kwemo en réhabilitant un certain nombre de listes qui avaient été rejetées par Elections Cameroun. Est-ce qu'on devrait s'attendre pour le contentieux des listes électorales qui va s'ouvrir bientôt à davantage de décisions allant dans ce sens? C'est possible. C'est possible. Et lorsque vous lisez la raison pour laquelle cette décision a été rendue, ou bien le rejet de la des demandes de l'UMS a été fait dans cette commune concernée, c'est qu'ils avaient dit qu'il manquait une pièce, c'est-à-dire le mandat d'investiture du président. Et ils ont expliqué cela, sans se refaire au procès verbal de l'huissier, par le fait qu'ils avaient eu un séminaire au cours duquel on leur avait dit que cette pièce était demandée. Mais est-ce que Elections Cameroun n'est pas allé au-delà de ses pouvoirs? Non, je veux dire, Elections, c'est une machine, hein, c'est ce que je voulais vous dire. C'est-à-dire c'est une machine, et c'est pas évident que l'instruction qu'on donne forcément à la tête soit suivie à la règle jusqu'au bout. Donc, c'est cette raison que cette décision, par exemple, de rejet des listes de l'UNS a été validée, a été rejetée, que la Cour suprême, la Chambre administrative de la Cour suprême n'a pas pu la valider. Merci, Maître Joseph-Claude Biliga. Merci, Maître Fidèle Ndjoumbessier. C'est un débat qui va se poursuivre sur Equinox Télévision à travers nos émissions de débat. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Restez connectés sur nos programmes. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonsoir.